Bonjour, c'est Manu Longeon et avec La Vista Football, on va parler Ligue 1. Premier match de cette 15e journée, c'est Metz qui accueille Lens. Metz qui est sur une série où ils ont fait le nul dans le derby contre Strasbourg et où ils ont été gagnés à Montpellier, où c'est jamais simple. Et ils accueillent Lens. Alors Lens qui fait un début de saison absolument exceptionnel, non seulement comptablement mais aussi au niveau du jeu. C'est une des équipes qui joue le mieux en Ligue 1, qui est drivée de main de maître par Gaël Kakuta. Et Lens qui a un très gros coup à jouer parce que finalement, avec un match de retard, ils sont qu'à 3 points du top 4 côté sang et or, donc ça va être un match extrêmement intéressant. La clé du match, ça pourrait être justement le duel d'un Metz qui est extrêmement athlétique et qui est bon dans les duels par rapport à Lens qui collectivement joue beaucoup plus dans les espaces et notamment dans le dos. Donc pour caricaturer, on pourrait dire que ça serait un duel entre le physique de Metz et la vitesse de Lens. Ça sera sûrement un peu plus complexe que ça, mais je pense qu'en fait c'est plus Lens qui a les cartes en main parce que si Lens continue sur sa lancée et joue avec ses qualités, je pense qu'il devrait poser beaucoup de problèmes à la défense messine. L'OM qui accueille Reims, un OM qui sera très probablement revanchard par rapport à la défaite d'hier à Rennes dans des circonstances un peu particulières. Pour rappel, l'OM a joué très longtemps à 10 suite à l'expulsion de Pape Gueye et n'a pas fait un très grand match. Je crois qu'ils ont vraiment été choqués par cette expulsion et qu'ils n'ont pas réussi à enchaîner. Mais Reims qui vient de gagner à domicile contre Nantes et de se donner un peu d'air, ça va être un match où l'OM va vouloir reprendre sa série et finir à la trêve sur le podium de la Ligue 1 et potentiellement avec ses matchs en retard, leader de la Ligue 1. C'est pas un coup d'arrêt, mais il y a des circonstances qui peuvent l'expliquer. L'OM n'a pas fait un bon match, ça arrive, c'est pas la première fois. Après, finalement, Rennes n'a pas été ultra dominant dans ce match-là, bien que l'OM ait joué en infériorité numérique, et on ne saura jamais ce qu'aurait donné ce match à 11 contre 11. Mais même aller faire un nul à Rennes n'aurait pas été blessant pour l'OM. Donc, il n'y a pas forcément besoin de rebondir ou de se relancer, c'est pas un coup d'arrêt, il faut juste repartir. Là, tu joues encore 2 matchs avant la trêve et il faut confirmer le très bon début de saison comptable que fait l'Olympique de Marseille. Nice-Lyon, c'est Nice qui s'est repositionné en milieu de tableau après sa victoire à Nîmes, qui accueille le 3e de Ligue 1 Lyon qui sort d'un match assez bizarre contre Brest, puisque d'abord dominé, puis après beaucoup d'occasions pour finalement être égalisé dans les dernières secondes sur un penalty de Romain Fèvre. L'OL, qui était sur une très bonne série, qui l'est toujours puisqu'ils n'ont pas perdu, va tenter de se relancer à Nice. Ils étaient sur une bonne série aussi au niveau du jeu, même si ça a été difficile contre Brest. Ils auront probablement à cœur de reprendre leur série du côté du sud-est. Lyon a un excellent milieu de terrain. Force est de constater que Paqueta est une excellente recrue côté lyonnais. Ils sont très très souvent dominateurs dans l'entrejeu. C'est probablement aussi ce qui va se passer contre Nice, qui sera privé de Schneiderlin, qui a été expulsé à Nîmes. Perso, je vois Lyon dominateur face à un Nice qui, même s'il a gagné à Nîmes, reste un club fragile. Brest qui accueille le MHSC, c'est un match qui est extrêmement attractif au départ, pas forcément sur le plan du classement, mais sur le plan du jeu, parce que Brest est une des équipes qui produit le plus de jeux de notre Ligue 1, une équipe qui sort d'un très bon match nul comptablement à Lyon, qui a mis les Lyonnais en difficulté plusieurs fois, et qui va accueillir une équipe de Montpellier qui, cette année, est extrêmement à l'aise à l'extérieur, qui aime bien contrer
et jouer très fort sur la transition offensive. Et Brest étant une équipe qui aime avoir le ballon, ça va être un match qui devrait être extrêmement intéressant. Alors là, j'ai pas vraiment d'explication là-dessus parce que c'est vrai que les dernières années, Montpellier était une équipe qui était très en difficulté à l'extérieur, qui ne gagnait jamais. Et là, depuis le début de saison, ils sont efficaces, ils jouent bien. Ils ont gagné à Saint-Étienne, ils ont gagné à Bordeaux, ils ont gagné à Lens. Donc c'est des performances. Et il va falloir confirmer ça à Brest pour essayer d'effacer une performance maussade à domicile cette semaine contre Metz. Dijon-Monaco, un match contre Dijon qui est à 9 points en 15 matchs et qui va devoir accélérer et très fort pour entretenir des espoirs de maintien face à Monaco qui a fait un non-match et un peu caricatural face à Lens, 3-0, une expulsion très rapide de Dissassi. Il va falloir se révolter et nul doute que les hommes de Kovac auront à cœur d'effacer cette prestation extrêmement décevante à domicile cette semaine. Dijon a 9 points en 15 matchs. 9 points, c'est rien du tout. Ils ont gagné un seul match cette saison. Donc il va falloir effectivement accélérer la cadence. Pour moi, ils ont déjà un pied en Ligue 2 et il va falloir s'en sortir. Mais les matchs nuls ne suffisent pas quand tu es dans ce rythme-là. 9 points, 15 matchs. Nantes-Angers, le FC Nantes qui est en crise, aussi bien sportive que structurelle ou politique, un président extrêmement impopulaire, des affaires qui arrivent avec une enquête de Mediapart qui sort aujourd'hui concernant le président Valdemar Kita. Nantes qui est à 3 points seulement des relégables, donc qui va devoir réagir. Et c'est très compliqué du côté du FC Nantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Angers qui sort d'un match compliqué à domicile contre Strasbourg et qui aura à cœur de réagir face à des Nantais qui sont extrêmement inquiétants. Strasbourg-Bordeaux, avec Strasbourg qui sort d'une victoire à l'extérieur contre Angers. Bordeaux qui a perdu à domicile contre Saint-Étienne. Bordeaux qui était sur une belle série, qui a pris fin. Et Strasbourg qui, lui, s'est déjà donné un peu d'air à Angers et va avoir à cœur de sortir et de s'éloigner le plus possible de la zone de relégation. C'est un match qui peut être un peu charnière pour Strasbourg, qui normalement n'est pas une équipe qui est destinée à jouer le maintien et qui en cas de victoire pourrait reprendre un petit peu d'air et de la confiance. Bordeaux, on le dit chaque semaine, mais c'est illisible. C'est très difficile de prévoir comment Bordeaux peut jouer. Bordeaux était dans le dur, voire dans le très dur, avant d'aller à Rennes et au Parc. Et finalement, ils ont pris 4 points sur ces 2 matchs. Gagné à Rennes, le match nul au Parc. Là, ils accueillent un Saint-Étienne qui était sur une série catastrophique et ils perdent à domicile. Jouer à Strasbourg n'est jamais cadeau et c'est assez difficilement perceptible ce que va faire Bordeaux. Ils sont très tributaires d'Hatem Ben Arfa. Ils ont des attaquants qui marquent très très peu. Je crois que le meilleur buteur de Bordeaux, c'est Basic avec 3 buts. Donc ça veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est que devant, ça ne marque pas. Saint-Étienne-Nîmes avec les Verts qui ont enfin gagné un match, ça faisait 3 mois, c'était sur le terrain des Girondins de Bordeaux. Ils accueillent Nîmes avec aucune autre option que de gagner s'ils veulent laisser la zone de relégation le plus loin possible d'eux. Nîmes qui est sur une série catastrophique, Nîmes qui perd à domicile contre Nice en jouant à 10 contre 11. Il est très probable que le coach nîmois joue son avenir sur les 2 prochains matchs, dont celui de Saint-Étienne. Saint-Étienne est une équipe de série, puisqu'ils ont fait 3 victoires, 1 nul sur les 4 premiers matchs, puis 7 défaites.
belle performance. Derrière, 3 nuls et une victoire. Et en fait, l'ironie fait que s'il gagnait ce week-end contre Nîmes, ce qui semblerait logique, Saint-Étienne serait sur une série de 5 matchs sans défaite, bon, dont 3 nuls, mais se refait un peu la cerise, mais avec les matchs nuls, tu n'avances pas très vite. Saint-Étienne a compris depuis un petit moment, je pense, en tout cas les supporters, que l'objectif de Saint-Étienne était de se maintenir le plus rapidement possible et il ne faudra pas perdre trop de points en route. Le match de Nîmes peut être tremplin parce qu'une victoire pourrait te donner un peu d'air et espérer plus sereinement les matchs à venir, alors qu'une défaite ne t'éloignerait pas de la zone de relégation et te laisserait dans le dur. Le derby breton, Lorient-Rennes, Lorient qui est relégable, qui accueille Rennes, Rennes qui a gagné à Nice puis à Marseille, et contre Marseille, pardon, à domicile. Ça va tellement vite que Rennes est 6e et à 2 points de la 4e place. Donc s'ils arrivaient à enchaîner un résultat positif, ils reprendraient un rythme et retrouveraient un rang dans le classement qui est censé être là où ils doivent être. Mais dans le jeu, que ça soit à Nice ou contre l'OM, il n'y a pas encore de quoi pavoiser, même si comptablement c'est bien et c'est probablement le plus important dans cette période délicate côté rennais. Je crois que c'était aussi une façon pour le coach de réveiller peut-être les joueurs et l'entourage du club en leur disant oui, on est Rennes, ouais, on a gagné la Coupe de France, on a fait podium, on était en Ligue des Champions cette saison, mais il faut pas croire que ça va être tout seul. On est Rennes, il faut batailler, et je pense que c'était une espèce d'électrochoc que de parler de maintien, même s'il est revenu sur ses propos ensuite, puisque tu dépenses pas 70 millions sur le mercato pour te maintenir. Et à noter par exemple qu'une des satisfactions côté rennais, c'est le dernier match de Doku face à Marseille. Le choc, évidemment, le premier, Lille qui accueille le PSG, le deuxième. Donc le choc de cette journée. Lille qui vient de gagner à Dijon, qui a géré ses efforts. Le PSG, match très compliqué, mais qui a gagné aussi contre Lorient. C'est la meilleure équipe française de la première partie de saison, Lille, qui accueille l'ogre parisien. Lille va bien malgré quelques secousses au niveau du board et de la nouvelle présidence et des propriétaires du club qui devraient changer dans les prochaines heures. Lille va bien sportivement, Lille joue plutôt bien et c'est une équipe qui est rompue à ses matchs tous les 3 jours, comme le PSG d'ailleurs. Donc c'est vraiment un gros choc et qui va être extrêmement intéressant parce que Lille est une équipe, par exemple, par rapport à la possession. Qui va avoir le ballon? Lille et Paris sont 2 équipes qui aiment avoir le ballon, qui aiment combiner, et notamment sur la largeur. Et donc, du coup, qui va avoir la possession? Et peut-être que finalement, celui qui aura la possession et qui arrivera à mieux déstabiliser l'adversaire pourrait l'emporter. Parler de titre est extrêmement prématuré, mais tant qu'ils resteront au contact, je crois que c'est ça l'ambition de Lille, comme peut l'être par exemple celle de Lyon ou même de Marseille, qui est de rester au contact le plus longtemps possible, et quand arrivera le sprint final, essayer de tout donner. Mais Lille, à la différence de Lyon et de Marseille, par exemple, est toujours qualifié en Coupe d'Europe, et bravo à eux, va affronter l'Ajax d'Amsterdam, et il laissera forcément des forces. Mais oui, Lille est un candidat très sérieux, au moins au podium. J'aurais tendance à penser que tout autre résultat qu'une victoire à Lille serait décevant pour Paris. Enfin, c'est assez extravagant de dire ça parce que Paris est censé être ultra dominant et que sur les chocs pour le moment de notre Ligue 1, Paris a perdu contre Marseille à domicile, Paris a perdu contre Lyon à domicile et maintenant va affronter Lille. Je ne crois pas que le PSG puisse se permettre une 5e défaite
en 16 matchs. Ce serait vraiment décevant. Et le signal envoyé par rapport aux propriétaires serait pas bon. Le PSG est dans le dur, même si il a tellement de marge que ça se voit pas forcément comptablement, puisqu'ils sont toujours premiers ex aequo, mais le PSG est dans le dur et les prestations sportives sont extrêmement décevantes.